Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Nous sommes dans une guerre hybride. Vous comprenez pas, maintenant vous circulez tous, s'il vous plaît. Hein, bonne soirée à tous, désolé pour la démocratie. Allez. Ah, il y a une casserole là. Deux casseroles. Il faudra les enlever, madame. Non, pourquoi pas enlever des casseroles, s'il vous plaît? On est sur une raison. La chevauchée des Valkyries. Oui, pour lundi, vous allez dire, dis donc, on démarre en fanfare. Et oui, car qui a composé la chevauchée des Valkyries? Wagner, bien sûr. Et qui est ce groupe Wagner dont on a parlé pendant 48 heures sans arrêt? Ah, vous le savez, évidemment, auditeur de Sud Radio, résistant de Sud Radio, vous avez écouté tous les médias qui ont tout raconté. Eh bien, aujourd'hui, on va vous expliquer tout ça. On va essayer, en tout cas, de vous expliquer tout ça. On ne prétend pas avoir réponse à tout, vous le savez. Mais on va vous expliquer avec deux personnes qui connaissent la musique. En tout cas, cette musique-là, c'est Jacques Beau, qui est ex-membre des renseignements stratégiques suisses. Il a participé à des programmes pour l'OTAN en Ukraine. Il connaît très bien l'Ukraine, la Russie. Il a écrit Poutine, le maître du jeu, et Opération Z aux éditions Max Milo. Et puis Xavier Moreau, qui est entrepreneur, historien, analyste politico-stratégique, qui est directeur du site Stralpol et qui a écrit Ukraine, pourquoi la France s'est trompée aux éditions du Rocher. On va également la voir et avec tous les deux, on va essayer de comprendre cet incroyable feuilleton de 24 heures et surtout les suites. Quelles suites? Et ensuite, à part, on va évidemment évoquer une perle avec l'admirable Rima Abdelmalak, cette ministre de la Culture que le monde nous envie. Et puis on va recevoir aussi un anthropologue, quelqu'un qui fait les états des lieux aussi mais formidable état des lieux, c'est Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé. Avec lui, on va parler de santé publique. Il a exercé pendant 20 ans comme expert en santé publique. Vous voyez, un programme extrêmement riche et ouvert et évidemment wagnérien. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. La chevauchée des Valkyries. Wagner, le groupe Wagner. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce groupe Wagner, depuis 48 heures? On avait entendu parler de Bakhmout, on savait. Wagner, on le sait en Afrique, on le sait un peu partout, ce groupe, allez, appelons-le pudiquement de prestataires de services, certains disent milices, d'autres disent mercenaires, etc. Et puis tout d'un coup, pendant 48 heures, c'était le coup d'État, la destruction, Poutine à Saint-Pétersbourg, il fonçait vers Moscou, enfin c'était ça. C'était, allez, le putsch d'Alger, c'était les parachutistes, mais alors version, attention, internationale. Et pour en parler, et pour voir les conséquences, nous sommes avec deux personnes qui connaissent la musique, que nous avons déjà reçues. Jacques Beau, bonjour Jacques Beau. Bonjour. Bonjour. Et ex-membre des renseignements stratégiques, je rappelle qu'il a participé à des programmes pour l'OTAN en Ukraine en 2014 et 2017, et il a écrit Poutine, le maître du jeu, l'opération Z, l'Ukraine, entre guerre et paix, c'est le cas de le dire, aux éditions Max Milo. On vous a reçu à plusieurs reprises, Jacques Beau, et toujours avec plaisir. Xavier Moreau, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes historien, vous êtes analyste politico-stratégique. Alors, Jacques Beau, il est en Belgique, Xavier Moreau est à Moscou. Vous avez écrit Ukraine, le livre noir de la gauche française, et Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Alors, je voudrais vous demander à tous les deux, au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut aujourd'hui, avec un peu de recul, quelques heures de recul, faire le bilan, en tout cas un premier bilan, hein, soyons toujours prudents. Alors moi j'ai des questions très précises à vous poser, à Jacques Beau et à Xavier Moreau. Alors je commence par Jacques Beau. Alors,
Jacques Beau, est-ce que Poutine savait 48 heures à l'avance ce qu'allait faire Prigojine, et en tout cas ce qu'allait tenter Prigojine? Est-ce que la CIA savait? Parce que tout est sorti. Oui, c'est un coup d'État. Oui, Prigojine a été payé par la CIA. Et puis on a vu quand même, on va pas raconter tout le déroulé, il a été partout. On a vu qu'effectivement Poutine a soigneusement évité de prononcer le nom du Prigojine, le patron, enfin le patron, l'homme de Wagner, le fondateur de Wagner. Il a effectivement, et on sait que donc ils se sont retirés, ils ont fait demi-tour. Jusqu'où ils sont allés, parce qu'on racontait qu'ils étaient à 200 km de Moscou, alors qu'ils étaient à Rostov-sur-le-Don. Et puis on sait qu'aujourd'hui, enfin on suppute qu'aujourd'hui, Prigojine est en Biélorussie, et dit-on à 100 km de Kiev. Alors paradoxe ou pas. Alors Jacques Beau, qu'est-ce qui s'est passé ? Si on peut résumer. Alors, tout d'abord, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir à la bataille de Bakhmout. Oui. La bataille de Bakhmout n'avait pas pour objectif de prendre la ville, mais de détruire l'ennemi qui était à l'intérieur. C'est ce qu'avait dit le général Surovikin le 18 octobre de l'année passée. On n'avance plus, on fait plus les grandes opérations, mais on attend l'ennemi qui avance et on le détruit. Et ils ont pris comme, on pourrait dire, exemple de cette stratégie, et c'est d'ailleurs exactement ce qu'avait compris le New York Times dans son édition du 27 novembre, où il dit « Bakhmout est le trou noir dans lequel Kiev va perdre ses troupes ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ils ont donné 6 mois à Wagner. Pourquoi Wagner? Parce que l'opération de Bakhmout est une opération de guerre urbaine, de combat urbain, qui est un peu sui generis, qui ne demande pas beaucoup de coordination avec le reste des forces armées, et ça allait très bien pour cette force-là. Et ils ont donné 6 mois, fin octobre, fin avril. Et c'est ce qui s'est passé. Et pendant 6 mois, Bakhmout a fait son travail. Wagner a fait son travail, oui. Le gouvernement, enfin le ministère de la Défense a dit, voilà, très bien, mission accomplie, au revoir. Le problème, c'est que Bakhmout n'était pas totalement conquise, parce que le but n'était pas de conquérir la ville, mais de détruire l'ennemi. Le problème, c'est que dans une ville, quand vous voulez détruire l'ennemi, vous êtes obligé de passer de maison en maison, et finalement, ça revient un peu au même. Mais il restait quelques bâtiments, et c'est là où Prigojine a commencé à vociférer contre le ministère de la Défense. Et notez bien, pas contre Poutine, mais contre Gerasimov et Shoigu. Et Shoigu, le ministre de la Défense, oui. Parce que, évidemment, quand le contrat s'est terminé, ils lui ont coupé l'artillerie. Tout simplement, ils ont dit, voilà, la mission est terminée, on vous retire, on met à la place des troupes parachutistes ou d'autres, et vous vous retirez. Et c'est là qu'il y a eu ce psychodrame du début mai de cette année, qui a conduit à une extension du contrat pour Wagner, qui s'est étendu jusqu'au 21 mai. D'accord. Et Wagner a ainsi terminé le travail, si vous voulez, de destruction de l'ennemi, mais en même temps, il a pris Bakhmout. Et c'est la fameuse prise de Bakhmout qui, d'ailleurs, à ma connaissance, n'a pas été encore reconnue totalement par les autorités de Kiev. Mais bon, ça c'est un détail. Et parallèlement, ce qui s'est passé, c'est que les Russes ont très bien compris que dans les enjeux actuels de cette contre-offensive ukrainienne, qui d'ailleurs ne semble pas apporter tous les espoirs pour le moment, mais vous pouvez difficilement intégrer une entreprise privée dans une opération militaire conduite par une armée, si vous voulez. Très difficile à intégrer pour différentes raisons, techniques, mais aussi légales, aussi fonctionnelles. Donc, ils ont décidé de retirer complètement Wagner et lui donner d'autres missions. Ils ont même d'ailleurs décidé de dissoudre l'unité. Il y a eu des discussions, mais là, probablement, Xavier Moreau pourra donner plus de détails, parce que moi, j'ai entendu que des rumeurs, mais ce sont probablement que des rumeurs, sur l'éventuelle réintégration de Wagner sous la forme d'une légion étrangère ou quelque chose comme ça. Pour moi, ça reste à ce stade des rumeurs, mais voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il s'agissait de démanteler Wagner et de la réintégrer sous une autre manière dans les forces russes. Et ça devait être fait le 23 juin. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi Prigojine a commencé de nouveau à fustiger le chef d'état-major Gerasimov et le ministre de la Défense, parce que évidemment, il
Il essaye de défendre son entreprise et il fait ce que fait n'importe quelle entreprise même en France, entre la place de la Nation et la place de la Bastille, c'est-à-dire que quand on veut dissoudre votre entreprise, vous descendez dans la rue et vous faites une marche. Vous voulez dire que c'est un drôle de défilé ségétiste de Prigojine? On pourrait dire ça. Évidemment, le problème, c'est que quand vous avez des hommes en armes avec des véhicules blindés, des choses comme ça, ça pose d'autres problématiques et c'est évidemment la raison pour laquelle la Russie, ou plutôt le gouvernement, est intervenu. Mais notez qu'à aucun moment, on a remis, Prigojine a dit qu'il voulait renverser le gouvernement. À aucun moment, on a dit qu'on voulait supprimer ou retirer Gerasimov ou Shoigu, qui sont responsables de l'idée du démantèlement de Wagner, mais c'est l'unique raison pour laquelle Prigojine, même si lui serait plus va-t-en-guerre, il est un peu, il serait à la limite opposé à la stratégie de Sourovikine de défendre les positions actuelles et d'être plus offensif. D'accord. Mais voilà en gros le schéma. Voilà le schéma. Alors Jacques Beau, on va vous redonner la parole, mais justement, je voudrais donc m'adresser à Xavier Moreau. En fait, ce serait donc, je dis selon Jacques Beau, entre autres, une volonté de dire, écoutez, Wagner, vous avez fait le boulot, vous avez d'autres boulots à faire, et Prigojine, et même on va peut-être dissoudre, en tout cas, le groupe. Comment vous voyez en fait l'origine de tout ça? Parce que c'est allé loin quand même. Il y a eu une espèce de soulèvement. Alors il y a eu Rostov, mais vous étiez là-bas. Vous êtes en Russie. Comment vous voyez la chose là, ce qui s'est passé? Il faut voir que l'arrivée des compagnies militaires privées, Wagner était la plus grande et la plus puissante des compagnies militaires privées. Mais c'était pas la seule. Je me suis rendu à quelques occasions dans le Donbass et j'ai pu rencontrer des volontaires. J'en ai rencontré aucun de Wagner en fait, mais j'ai rencontré des volontaires dans d'autres compagnies militaires privées. Il faut voir que ça répondait à une nécessité pour l'État russe et que officiellement l'État russe n'est jamais intervenu dans le Donbass. Mais évidemment, il y a eu énormément de volontaires et de militaires russes qui sont allés se battre à partir de 2014. Et tout ça devait être organisé, payé. Donc vous avez toute une série de compagnies militaires privées qui ont été déployées. Et c'était, on va dire, une nécessité parce que quand vous voulez intervenir sur un territoire et que vous voulez pas que ce soit officiel, vous faites, tout le monde le fait, les États-Unis le font, la France le fait. Vous avez des compagnies militaires privées. Or, ce qui est acceptable à l'époque où effectivement les républiques autoproclamées ne faisaient pas partie de la Russie, maintenant c'est inacceptable pour un État de droit qui se tient. Et donc il fallait à terme, comme l'a très bien expliqué le colonel Beau, mettre un terme à cette situation qui n'est pas normale. Encore une fois, je pense que Wagner a de beaux jours devant soi en Afrique ou en Syrie ou ailleurs. En revanche, sur le territoire russe, évidemment que ça devait cesser. Et vous avez fait un parallèle dans votre introduction avec le putsch d'Alger. J'ai vu que Régis de Castelnau l'a fait aussi, et je l'ai fait aussi d'ailleurs le matin de l'opération, en disant ça finira comme le putsch des généraux pour deux raisons. La première raison, c'est que il n'y a pas de projet politique. Enfin, en tout cas, pas sérieux. Et la deuxième raison, c'est que ce qu'attendait Prigojine, c'était un soutien de Vladimir Poutine. De la même manière que les généraux attendaient un minimum de considération de la part du général de Gaulle, qu'ils n'ont pas obtenu. Et à partir du moment où Vladimir Poutine a dit que c'était une trahison, sans nommer effectivement Prigojine, c'était la fin. C'était la fin, c'était terminé de la même manière que le putsch des généraux, même s'il a duré encore 4 jours. Une fois que le général de Gaulle a désigné le carteron de généraux, c'était terminé. Voilà. Donc on est effectivement dans cette configuration-là, et il faut voir que donc pour revenir sur ce que disait le colonel Beau, ce qu'a demandé le ministère de la Défense aux unités donc de volontaires, aux compagnies militaires privées, c'est-à-dire de s'intégrer dans l'armée russe, toutes les autres compagnies militaires privées l'ont accepté. Le seul qui n'a pas accepté, c'est Prigojine, parce qu'il était puissant. Et je pense qu'il y a Xavier Moreau, excusez-moi, est-ce qu'on a des faits? Est-ce que d'abord, il y a eu vraiment prise d'armes, destruction d'hélicoptères russes par Wagner? Et est-ce que, première question, et seconde question, est-ce que les 3/4 de Wagner ont prêté allégeance, enfin ont accepté d'intégrer à la défense russe, enfin l'armée russe? Écoutez, sur les destructions de matériel, pour l'instant, moi, je n'ai eu aucune confirmation et j'attends les déclarations du ministère de la Défense. D'accord. Mais généralement, quand il se passe quelque chose, comme sur le front comme ailleurs, avec le ministère de la Défense russe, il faut attendre 3 jours.
parce qu'eux-mêmes vérifient que ce soit bien passé. Donc, en tout cas, ça ne s'est pas fait sans heurts, quoi qu'il arrive. Le goût reste amer, même si Vladimir Poutine et son administration s'en sont bien sortis. En revanche, on peut dire que l'affaire a été liquidée. Enfin, si vous voulez, la répression de Vladimir Poutine a été beaucoup moins dure vis-à-vis d'une rébellion armée que celle des Gilets jaunes en 2018, si vous me permettez ce parallèle un peu osé. Parallèle osé, audacieux, mais pourquoi pas. Non, juste un mot. Et à votre avis, alors par rapport à tout ce qui s'est entendu, on en reparlera avec vous, par rapport au torrent de commentaires, mais ça c'est normal en 48 heures, est-ce que ça a permis à Poutine aussi de démanteler un certain nombre de gens qui dysfonctionnaient, pour employer ce mot, cette litote, ou pas? Écoutez, moi j'ai pas l'impression. La cible, c'était effectivement le ministre de la Défense, Shoigu, et le chef d'état-major, Gerasimov. Mais aujourd'hui, ce matin, on a montré les images de Shoigu qui se rendait sur le commandement du front Ouest. Donc ça veut dire qu'il est toujours aux commandes et qu'il sera pas remplacé. En plus, en tant qu'observateur, alors je peux me tromper, mais pour moi, Shoigu fait de l'excellent travail. Et Gerasimov aussi. La stratégie qui a été très bien expliquée par le colonel Beau à l'instant, elle donne des résultats extraordinaires. Enfin, vous avez un magazine allemand, Engelstadt, qui vient de publier une photo en couverture du magazine où on voit un Léopard 2 qui s'écrase sur un mur. Et c'est la manière d'illustrer le résultat de l'offensive ukrainienne pour l'instant. Pour l'instant, oui, absolument. Donc, il y a absolument aucune raison de remplacer Shoigu et Gerasimov. Je pense que non. Je pense que, pour finir, Prigojine est un homme des années 90, c'est-à-dire un homme d'une époque où vous aviez des conseillers obscurs autour du président Yeltsin, notamment Berezovsky, qui pouvaient choisir et démettre des ministres, comme ça a été le cas, par exemple, de l'excellent Primakov, qui a été démis de ses fonctions par Berezovsky, en fait. Et je pense que Prigojine se serait bien vu, en plus c'est un homme de Saint-Pétersbourg, se serait bien vu dans ce rôle vis-à-vis de Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine, lui, est un pur homme d'État, comme pouvait l'être le général de Gaulle. Je pense qu'il y a souvent des comparaisons qui sont faites entre les deux hommes, et je pense que c'est tout à fait justifié. Et donc, c'était pour lui inacceptable, et il a mis un le holà samedi. Et dernière question, voilà, mais on va rester ensemble, et que je poserai aussi à Jacques Beau. Est-ce que vous savez, ou vous ne savez pas, on ne sait pas, est-ce qu'il est vraiment en Biélorussie, à 100 km de Kiev, comme on l'a annoncé un peu partout? C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Donc, je pense pas qu'il aurait dit ça s'il n'en était pas certain. Je pense que Loukachenko, donc le président biélorusse, avec lequel il était proche, lui a offert une porte de sortie honorable. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que Poutine est un homme de compromis. Faut jamais oublier qu'il a pardonné à Erdogan qui avait détruit un Sukhoi 24 russe en 2015 en Syrie. Il a pardonné au nom de la raison d'État à Erdogan. Donc, pragmatique. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est en fait un homme de compromis, contrairement à l'image qu'on peut donner de lui en Occident. Alors, Jacques Beau, par rapport à tout cela, parce qu'on a dit, oui, vous aussi, vous voyez ça comme une espèce enfin, la comparaison avec le putsch d'Alger, évidemment, elle est ce qu'elle est, comparaison n'est pas raison, et puis surtout sur les conséquences, Jacques Beau, comment vous voyez la situation? Non, alors je pense personnellement que ces deux situations ne sont pas du tout comparables, parce que au putsch d'Alger, il y avait une idée, même si les plans étaient un peu fumeux, il y avait l'idée quand même de travailler dans l'intérêt de la France, si vous me passez l'expression, à tort ou à raison. Hein. Non, bien sûr. Alors que là, on est dans une affaire purement, on est dans le business. Prigojine, il défend pas la Russie ou ce que vous voulez, il défend son business, il défend son entreprise. Et son intérêt, il est strictement personnel et financier. Je vous rappelle que Prigojine n'est ni politicien, ni militaire. C'est un homme d'affaires qui s'est montré et exhibé à plusieurs reprises avec une tenue camouflée à Bakhmout, etc. Certainement un homme qui aime bien être proche de ses hommes et très populaire comme ça, avec un certain charisme. Et puis il a un peu, Jacques Beau, mais Wagner est partout. Wagner est en Afrique. Enfin, c'est une entreprise. Sa petite entreprise ne connaît pas la crise. Oui, alors, n'est-ce pas, mais il y a deux choses différentes. Oui. Le fait d'avoir une compagnie, une unité dans une formation militaire, dont
l'avantage qu'ont les Russes par rapport aux Ukrainiens dans cette guerre, c'est qu'ils ont une force qui est totalement intégrée, alors que les Ukrainiens ont une espèce d'armée de patchwork qui malheureusement est à la source de leurs problèmes aujourd'hui. Et avoir un corps étranger dans une armée, dans un cadre opérationnel, opératif en particulier, eh bien, c'est un problème. C'est un problème de coordination, c'est un problème de communication, c'est un problème de maintien du secret. Il y a 20 000 problèmes qui se... Donc, le fait que Wagner ait été impliqué dans les combats en Ukraine, ça, c'est un problème très spécifique. La place d'une compagnie militaire sécurité privée, comme l'a dit Monsieur Moreau tout à l'heure, c'est en fait sur les théâtres extérieurs où ces unités peuvent avoir des fonctions de conseil, de sécurité, etc. Même d'ailleurs, ça peut aller très loin. Moi, quand j'étais à Kaboul, l'ambassade américaine était gardée par des Fidjiens. Et les Marines faisaient la sécurité à l'intérieur du bâtiment. Mais donc, voilà, ça c'est le rôle d'une compagnie de sécurité privée. Donc ça continuera et Wagner continuera à avoir ses activités en Afrique ou ailleurs. Oui, d'accord. Jacques Beau, juste, on va continuer à en parler, mais juste comme ça, alors je schématise évidemment un peu beaucoup, mais est-ce que c'est ce qui s'est passé pendant le week-end, beaucoup de bruit pour rien ou quand même beaucoup de bruit pour quelque chose ? Alors évidemment, il y a eu des implications. D'abord, une implication, c'est que ça a conforté un petit peu l'idée de certains occidentaux que la contre-offensive ou la menace d'une contre-offensive ukrainienne allait déclencher une panique, allait déclencher des mouvements à l'intérieur de la Russie, etc. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on a entendu sur la plupart des médias, si pas tous les médias d'ailleurs, qui se réjouissaient de l'instabilité qui avait été créée, qu'ils attribuent naturellement à cette contre-offensive. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses distinctes. Et en fait, si on analyse bien les choses, je pense que le pouvoir russe en ressortira finalement renforcé. Parce que, d'abord, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de soutien populaire à cette action de Prigojine. Il n'y a pas eu de mouvement à l'intérieur de la Russie, alors que manifestement les Russes étaient très bien informés de ce qui se passait, et que par ailleurs, comme ça a été relevé, la situation a été finalement résolue en souplesse. Et par conséquent, je pense que c'était d'ailleurs le but de Vladimir Poutine, de ne pas entrer dans une situation confrontationnelle avec... parce qu'il faut savoir, comme on l'a dit et comme l'a répété d'ailleurs Monsieur Moreau, Vladimir Poutine n'est pas un extrémiste, c'est plutôt un modéré. Oui, pragmatique. Prigojine, lui, je l'ai évoqué tout à l'heure, il n'est pas en opposition radicale avec le général Sourovikine, qui est le commandant en chef des forces russes en Ukraine. Néanmoins, il serait favorable à comme d'ailleurs beaucoup de radicaux, si j'ose dire, russes, serait beaucoup plus favorable à des opérations beaucoup plus offensives contre l'Ukraine, et non pas seulement défensives. Et là, on s'aperçoit qu'en réalité, Vladimir Poutine a fait en sorte d'éviter de chatouiller ou de titiller les uns et les autres, de façon à trouver une solution qui sauve la face, qui sauve les faces un peu. Détail d'ailleurs, parce que quand il a parlé dans son discours, il a parlé de trahison. Mais quand vous regardez les attendus de l'acte d'accusation, enfin il y a eu une mise en accusation de Prigojine. En réalité, ils n'ont pas choisi l'article du code pénal qui concerne la trahison, mais celle qui concerne l'article 279 qui concerne l'insurrection armée. Ce qui signifie que le discours a été le discours, parce que pour Vladimir Poutine, c'est une trahison au sens intérieur du terme, au sens politique du terme, mais au sens pénal, on a voulu calmer le jeu, on fait une insurrection armée. Arrondir les angles. Messieurs, restez avec nous, on va se retrouver juste pour encore quelques minutes après les informations. À tout de suite avec Xavier Moreau et avec Jacques Beau. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et donc, avec Jacques Beau et Xavier Moreau, nous analysons, vous savez, depuis déjà une demi-heure, ce qui s'est passé et ce qui risque de se passer maintenant. Xavier Moreau, vous êtes à Moscou. Je veux savoir un peu, depuis 48 heures, les gens que vous connaissez, à part les gens qui vous aiment, comment réagissent-ils? Ils suivent évidemment, comme tout le monde, j'imagine, l'actualité, mais au fond, la perception, c'est quoi en ce moment? C'est un peu de l'incrédulité, j'ai senti donc samedi lorsque ça s'est passé, et puis le soulagement à la fin de la journée. Mais bon, alors moi j'étais dans la banlieue de Moscou parce que j'étais à un mariage et c'était pas vraiment le sujet en fait. J'ai l'impression que les Russes n'y ont pas vraiment cru. Et comme ça a été très bien encore une fois dit tout à l'heure par le colonel Beau, le soutien populaire à Vladimir Poutine a été total. Et c'est pour ça que même si cette opération laisse un goût amer, faut pas le cacher, dans la population, eh bien, ça a prouvé que Vladimir Poutine bénéficie, comme le montrent tous les sondages, d'un soutien massif de la population. Alors ici, on a dit, ici et ailleurs, on a dit oui, mais regardez, la population n'est pas descendue dans la rue pour soutenir Vladimir Poutine, mais il n'y a pas eu quand même de grands moments, même à Rostov, c'est discuté, et on a dit aussi, vous savez, notamment Emmanuel Macron, que ça a fait ressortir des failles, effectivement, des grandes failles, peut-être pas dans la société, mais en tout cas dans le gouvernement, en tout cas dans le système. Or, apparemment, ça ne s'est pas senti, d'après vous, Xavier Moreau. Non, parce que déjà, c'est les autorités qui ont demandé de pas sortir dans la rue. Par exemple, c'était une journée de fête, je sais plus laquelle, à Moscou, et tout ce qui avait été prévu a été décalé d'une semaine. Donc on a demandé aux gens de pas se rassembler en masse au cas où. Mais par exemple, vous pouviez sortir de Moscou, rentrer dans Moscou. Moi, je suis rentré dimanche matin à 10h. Il y avait un espèce de petit checkpoint à l'entrée qui a été d'ailleurs levé depuis, qui ralentissait un peu l'arrivée, mais on se sentait pas. Enfin, encore une fois, il y avait pas un climat de guerre ou de coup d'État ou de quoi que ce soit. Pas du tout, là-dessus. Ça a été les Russes étaient vraiment plutôt sereins, et aujourd'hui, bon, je vois chez mes voisins, ils parlent déjà d'autre chose. Donc la priorité est revenue à ce qui se passe sur le fond. Oui, c'est important. Merci Xavier Moreau. Jacques Beau, juste à un moment donné, on a dit, alors encore une fois les médias, mais parlons-en puisque ça a été dit un peu sur tous les tons, qu'on disait que Prigojine et Wagner, en tout cas une partie des troupes de Wagner, avaient quitté Rostov-sur-le-Don pour foncer sur Moscou. Mais à ma connaissance, corrigez-moi si je me trompe, Rostov-sur-le-Don se trouve à 1200 km de Moscou. Oui, c'est évidemment un long trajet. C'est possible qu'ils aient entamé cette marche parce que c'était probablement le but. J'ai vu quelques images, mais pour être tout à fait sincère, je n'ai pas fait l'analyse de ces images qui n'étaient pas très intéressantes à mon sens. Et la question qui serait à se poser, parce qu'il a dit qu'il avait 25 000 hommes, mais les images que j'ai vues et que beaucoup d'autres analystes ont vues ne montrent guère plus que quelques milliers d'hommes, mais probablement on est plus autour de 2000, voire éventuellement 4000 que 25 000. Pour conquérir le pouvoir, ça me paraît un peu mince, enfin, je ne sais pas. Mais le but n'a jamais été de conquérir le pouvoir. Ce n'est pas un coup. C'est là où on joue un peu sur les termes, mais un coup a comme objectif de renverser un gouvernement, de remplacer un gouvernement. Alors ici, on n'a jamais été dans ce modèle-là, et pas même pour démettre Gerasimov ou Shoigu. Certainement qu'il s'agissait de faire valoir leurs revendications de vive voix. D'après ce que certains ont dit, mais j'avoue que je n'ai pas vérifié ça, au départ, Prigojine aurait souhaité voir Gerasimov et Shoigu à Rostov, raison pour laquelle ils s'y sont rendus, et sont rendus au ce qu'ils pensaient être le poste de commandement de l'opération spéciale. Et apparemment, Gerasimov et Shoigu n'y étaient plus à Rostov, raison pour laquelle ils ont décidé d'aller à Moscou. Mais l'idée, c'était pas de les remplacer, de les arrêter ou de les éliminer. Le but, c'était simplement de leur faire valoir les revendications
d'un chef d'entreprise, de l'entreprise, même les employés d'une entreprise, face au grand patron, si vous voulez. C'est à peu près ça le modèle. Mais évidemment, et c'est devenu, le problème est différent. Oui, et c'est devenu chez nous. Ça y est, Poutine est réfugié à Saint-Pétersbourg. Voilà. C'est la fin. Et on entend des gens dire c'est la fin. Poutine n'en a plus que pour quelques heures. Il faut peut-être un tout petit peu réfléchir. À aucun moment, d'après les informations que j'ai, à aucun moment, il y a eu même des tentatives d'évacuer Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. Il n'y a pas eu même d'ailleurs à Rostov, les autorités militaires ou les militaires qui étaient stationnés à Rostov ont reçu la mission de ne pas s'opposer militairement par la force aux troupes de Wagner. Donc, on n'est pas du tout dans un modèle de confrontation tel qu'on l'a présenté ici en Europe, avec l'idée de coup d'État. Enfin, on était au putsch des colonels en Grèce, etc. Non, c'est pas du tout ça. On est vraiment dans une situation de revendication. Et même, d'ailleurs, vous avez évoqué en introduction de notre émission, le fait que la CIA aurait su, etc. Les indications que j'ai montrent que les services de renseignement occidentaux, américains notamment, et ukrainiens, n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Ils avaient sans doute, parce qu'il y avait eu ces vociférations, on a dit à plusieurs reprises, au mois de mai déjà, on avait dit Prigojine pourrait essayer de, etc. C'est quelqu'un qui est très excessif dans son expression. Mais alors certainement qu'il y avait des gens qui ont fait des projections de ce type-là, mais personne ne savait que Prigojine avait prévu d'aller à Rostov et puis à Moscou. Et on a très bien vu d'ailleurs sur le terrain, parce que c'est comme ça qu'on pourrait voir, s'il y avait eu une prévision, on aurait dû en voir des conséquences éventuellement sur le déroulé des opérations du côté ukrainien. Or, ça n'a absolument pas été le cas. Il y a eu une tentative, mais qui a été stoppée. Merci beaucoup, merci pour vraiment vos éclaircissements, merci à Jacques Beau et merci à Xavier Moreau. On continuera de vous interroger, de vous consulter là-dessus, mais voyez, c'était plutôt une affaire infrarusse d'entreprise qu'un coup d'État qui allait tout transformer. À très vite. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. À tous les faux culs de première, roi du potin, championne du cancan, toutes les concierges et toutes les langues de vipère. Oui, Florian, oui, absolument, vraiment. Alors, le bal des hypocrites, les faux culs. Écoutez, vous allez me dire, je n'ai pas insulté la ministre de la Culture. Non, je l'insulte pas du tout. Mais quand Rima Abdul Malak, l'actuelle ministre de la Culture, écrit ceci, tweet ceci. Mon rituel du dimanche, c'était de me réveiller avec le JDD, le journal du dimanche. Aujourd'hui, il ne paraît pas. Je comprends les inquiétudes de sa rédaction. En droit, heureusement, Madame Abdul Malak, il y a encore le droit. C'est pas incroyable. En droit, le JDD peut devenir ce qu'il veut tant qu'il respecte la loi. Mais pour nos valeurs républicaines, comment ne pas s'alarmer? Lanceuse d'alerte, Rima Abdul Malak. Est-ce que parce qu'un journal change de rédaction, la rédaction d'ailleurs actuelle fait grève, et elle est tout à fait légitime à faire grève, le propriétaire ou l'actionnaire décide de changer de rédacteur en chef de direction? Est-ce que c'est au ministre de la Culture de s'alarmer et de dire que les valeurs républicaines sont en danger, comme elle avait dit il y a quelque temps que tel ou tel média pouvait se voir retirer son autorisation de diffusion? Est-ce que c'est le rôle d'un ministre de la Culture de jouer les censeurs, de jouer les renvois de la censure? Est-ce que c'est le rôle de Madame Rima Abdul Malak? Franchement, je ne crois pas. Essayer de soutenir comme il faut la culture française à toutes les manières et ne commencez pas à envoyer des messages sur les valeurs républicaines parce que ce qui serait soi-disant contesté par des gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Non, vous êtes ministre, vous n'êtes pas militante pendant ce temps.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Sud Radio, c'est le début du face-à-face entre André Berkoff et Jean-Dominique Michel, que l'on accueille tout de suite. Anthropologue de la santé, auteur de Laisser apparaître Autopsie d'un désastre, mensonges et corruption autour du Covid. Bonjour Jean-Dominique Michel. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Écoutez, heureux de vous accueillir. On aurait aimé vous avoir avec nous à Paris, mais écoutez, aujourd'hui ça a été Moscou et Bruxelles et maintenant la Suisse. Et c'est très bien, Ça prouve qu'on est partout, que Sud Radio est partout. Jean-Dominique Michel, justement, je voudrais parler avec vous, de parler un peu moins de l'Ukraine ou pas du tout, mais de la santé. Et de la santé, vous allez me dire, tout est lié. Vous avez œuvré pendant 20 ans comme expert en santé publique. On vous voit, vous publiez beaucoup. Et je voudrais quand même faire comment dirais-je, non pas un bilan, mais vous voyez, par exemple, 3 ans de pandémie, enfin ce qu'on a appelé la pandémie avec un grand guillemet. Aujourd'hui, en Amérique, un peu partout, il y a les procès, il y a les mises en question, il y a tout ça. Je ne parlais pas des effets secondaires, etc. Moi, je voudrais vous demander, à l'anthropologue que vous êtes, non pas de prendre un peu de recul, mais quand même de regarder, qu'est-ce que ça dit de notre monde, c'est tous ces narratifs qui arrivent, que ce soit sur la Russie-Ukraine, mais surtout sur la santé. Je voudrais qu'on polarise là-dessus, parce que c'est pas rien, avec l'OMS qui préconise bientôt un passeport universel dont il aurait le pouvoir. Qu'est-ce que ça signifie de l'état mental de notre monde, Jean-Dominique Michel? Merci de poser la question. C'est un sujet de contemplation et de questionnement inépuisable pour moi, parce que pour résumer vraiment la crise sanitaire à l'essentiel, on savait très bien quoi faire et on ne l'a pas fait. On a eu tout de suite les données qui nous montraient que l'épidémie n'était pas en réalité ce qu'on nous présentait, et les professions de santé tout entières ont fait semblant que les innombrables anomalies qu'on imposait à la population étaient normales, alors qu'elles contredisaient toute la science et tous les plans pandémie créés précédemment. Vous voyez, c'est comme si demain on disait aux instituteurs, il faut absolument gifler les enfants, leur empêcher de sortir à la récréation, les intimider pendant les classes, parce que c'est comme ça qu'un enfant apprend bien. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a fait sur le plan scolaire pendant la crise sanitaire. Et donc, il y a eu vraiment des ordres qui étaient insensés par rapport à la réalité des connaissances en santé publique. Alors, je vous donne juste un exemple. Mais l'épidémiologiste de référence, Donald Henderson, qui a fait l'analyse de la grippe espagnole, qui a fait le plan pandémie de l'OMS de 2006, réaffirmé en 2019, disait, pour une pandémie respiratoire, il faut laisser la société vivre le plus normalement possible et laisser les médecins généralistes soigner les patients avec les moyens à disposition. À défaut de faire ça, il l'a écrit en 2006, on risque de transformer une épidémie gérable en catastrophe. En 2019, il a dit ça déjà. En 2006. En 2006. Parce que c'est la réalité de la science en santé publique sur la gestion des épidémies. Donc ce renversement est tout à fait sidérant, mais rejoint bien les sagacités de Michel Maffezoli et Jean Baudrillard sur la manière dont un substitut de réalité peut l'emporter, de sorte à ce que la plupart des gens ne tiennent même plus compte ni de la réalité ni de ce qu'on savait auparavant. Mais est-ce que cette espèce de volonté de dire c'est ma réalité qui compte ou ma perception de la réalité qui compte et pas la vôtre et surtout pas la vôtre, on a vu beaucoup de choses. Est-ce que c'est l'intérêt, en 2 mots, l'intérêt, le pouvoir ou les deux? Est-ce que l'idée, elle date de Machiavel et de plus loin et de la servitude volontaire de la bourgeoisie? Est-ce que c'est le management par la peur ou par le chaos, ou c'est également une formidable opération financière qu'on n'a pas connue depuis longtemps? Oui, mais écoutez, moi-même je suis resté assez prudent sur le plan interprétatif, parce que notamment quand des hypothèses sont assez massives, il faut vraiment attendre avant de les considérer. Mais ce dont on est sûr en tout cas, c'est qu'il y a un problème de corruption généralisée dans le domaine de la santé, c'est affirmé par tout le monde, y compris les rédacteurs en chef des principales revues médicales. Je pourrais vous avancer 20 citations, mais l'ancienne rédactrice en chef de American Medical Association Journal, qui est un des 4 grands, a dit, mais vraiment, il faut l'entendre, ne croyez rien
pas une seule chose publiée par une société pharmaceutique. Ne le croyez pas, c'est le point de départ. Ah oui, c'est ça. Vous l'avez cité, Catherine De Angelis, rédactrice en chef du journal. Ouais. Exactement. Ouais. Donc vous voyez. Et puis ça, c'est un exemple parmi 200 autres. Donc le constat de la corruption généralisée dans le domaine de la santé est posé. Vous savez comme moi que la crise H1N1 a débouché sur une enquête du Sénat qui a identifié les problèmes. On a fait paniquer la population avec des modélisations. On a donné l'occasion à l'industrie pharmaceutique de faire un maximum de blé avec une situation qui ne le méritait pas. Et donc ça n'est que rebolote, mais avec aujourd'hui un verrouillage de tous les endroits qui auraient pu faire opposition. Donc j'ai envie de dire, cette opération criminelle lucrative portée par les pharmas, c'est une évidence à ce stade, je veux dire, c'est juste incontestable. Mais après ce profil, vous avez évoqué le certificat, le passeport numérique vaccinal promu par l'OMS, c'est qu'il semble qu'il y a un agenda de contrôle de la d'une qui va encore plus loin que le fait de tirer le maximum de profit possible d'une pseudo-pandémie. Parce qu'en réalité, il faut aussi le savoir, sur le plan technique, ça n'était pas une pandémie. Oui, en fait, c'est ça, on a parlé de pandémie et c'est ce que vous dites. Et ce qui est extraordinaire, c'est que effectivement, je reviens à ce management par la peur. C'est évident, qui a envie de mourir, en tout cas plus tôt que prévu, et encore c'est l'imprévu. Et est-ce que au fond, il n'y a pas eu une tentative, c'est pas du tout complotiste ou un complot, c'est de dire écoutez, nous on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, et puis voilà, vous allez nous suivre parce que nous c'est le réel, et comme ça on vous contient, ne sortez pas, enfin tout ce que vous savez, alors quand on a eu nos autorités qui disaient au café ne soyez pas debout, soyez assis parce que sinon le virus va vous atteindre, etc., etc. Enfin toutes ces bimbeloteries, ces simagrées que nous avons eu pendant 3 ans, enfin, ou 2 ans et demi. Mais oui. Rappelons quelques données, si vous voulez bien. Oui, en dessous de 70 ans, sauf maladie grave ou terminale, personne n'a rien risqué de différent que n'importe quelle autre année. En Israël, il n'y a pas une personne de moins de 50 ans en bonne santé qui soit morte du Covid. Donc c'était un non-événement sur le plan épidémiologique. Alors pourquoi je dis que c'était pas une pandémie? Parce qu'en fait une pandémie c'est un virus ou une bactérie qui risque d'atteindre n'importe qui et qui peut tuer n'importe qui. Ici nous sommes face à une syndémie techniquement, c'est-à-dire que c'est un virus qui n'est dangereux que pour les gens très malades ou à l'article de la mort. Pour le reste de la population il est inoffensif. Donc être parvenu à générer une telle terreur dans la population où tout le monde a cru être en danger de mort, alors que les autorités savaient très bien, vous savez que les Lockdown Files en Angleterre ont révélé que le ministre de la Santé a reçu en février 2020 l'information que le virus n'était pas suffisamment grave pour justifier une vaccination généralisée de la population. En février 2020. Donc on voit que toute la suite on a la preuve de ça, Jean-Dominique Michel. Ah oui, c'est tout à fait, ça a été révélé dans les Lockdown Files, mais qui évidemment n'ont pas du tout été répercutés par la presse française. Ouais, c'est assez terrifiant. Et en fait, vous dites, ils savaient, en tout cas, beaucoup savaient, et ils ont laissé faire, c'est-à-dire, ce qui est étonnant dans cette histoire que nous avons tous vécue, c'est que jusqu'à présent, quand même, personne, enfin, en tout cas, la majorité des institutions, des autorités, des professionnels, aucun ne dit, écoutez, oui, on s'est peut-être un peu trompé sur le diagnostic. C'est extraordinaire ce déni, parce qu'ils pourraient le dire, personne ne leur jettera toutes les pierres. Non, déni. C'est juste, et puis évidemment qu'ils refusent, mais alors bec et ongle, d'ouvrir une enquête indépendante et de faire une analyse post-mortem comme ça se fait par rapport à toute situation gênante. Et s'ils avaient la conscience tranquille, ça coulerait de source de dire bon, on va tout mettre à plat, on va voir ce que prévoyaient les plans pandémiques, quelle était la gravité réelle du problème, si les mesures qu'on a prises étaient adéquates ou non. Je rappelle qu'en Europe, on a ce magnifique contre-exemple de la Suède, parce que dans cette vraie connaissance scientifique, on laisse la société vivre le plus normalement possible et on protège les personnes à risque, c'est ce qu'a fait la Suède, et qui aujourd'hui, avec le recul, s'avère avoir le meilleur bilan de toute l'Europe sans avoir rien infligé
de brutal, de contraignant ou d'inutile à sa population. Donc, vous voyez, le cas de figure, il est relativement clair. Donc, effectivement, la question, c'est comment des bataillons de scientifiques, d'experts, de sociétés médicales, d'autorités gouvernementales arrivent encore aujourd'hui, malgré l'évidence tellement probante, à faire croire qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire et qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Ouais. Et là, c'est un peu un système où tout le monde se tient par la barbichette. Mais oui, c'est ça. Et c'est vrai que le taux de mortalité en Suède, on a vu ce qu'il était. Jean-Dominique Michel, restez avec nous, et auditeurs de Sud Radio, restez avec nous. On va continuer à parler avec notre anthropologue de la santé, de ce qui se passe vraiment et d'état des lieux, et surtout, vers quoi ça amène et quelle prise de conscience on doit avoir. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Jean-Dominique Michel, lui aussi dans tous ses états, et il n'est pas le seul par rapport à cette gestion que nous avons connue de la, entre guillemets, pandémie. Et il est auteur de l'essai, je rappelle, Autopsie d'un désastre, mensonges et corruption autour du Covid, aux éditions Marco Pieter, qui est d'ailleurs disponible en précommande. Je rappelle, Autopsie d'un désastre, mensonges et corruption autour du Covid, aux éditions Marco Pieter, avec 2 T. Jean-Dominique Michel, mais au fond, quelque chose là sont en train quand même de sortir. Il y a des commissions d'enquête, il y a des procès, il y a etc. Mais effectivement, ma question, sans faire de philosophie, spéciale d'émission philosophique, au fond, c'est pas nouveau ça, que quand on annonce des grandes peurs, qu'elles soient millénaristes ou autres, qu'on annonce des pandémies, qu'il y ait des problèmes, les gens évidemment essayent de se protéger et essayent de se protéger par tous les moyens. Mais encore une fois, il y a eu quelque chose, c'est-à-dire que moi, ce qui m'a frappé, c'est que les quelques personnes qui s'opposaient qui disaient, vous savez, c'est plus compliqué que ça. Je parle de certains épidémiologistes que vous connaissez comme moi. Je parle de certains virologues. Je parle de certains vaccinologues. Ont été traités vraiment comme des parias, comme des charlatans, alors qu'ils avaient un curriculum vitae beaucoup plus prestigieux que les 3/4 de leur père PAIRS. Qu'est-ce qui fait que c'est tout de suite, on dit, voilà, vous n'êtes pas dans ma perception de la vérité, il faut vous éliminer? C'est ça la stratégie? Oui, c'est une réponse à 3 entrées. Vous en avez vous-même fait l'expérience. Il suffit d'aller consulter votre nouvelle fiche sur Wikipédia pour voir qu'effectivement... Et ça a conduit à une conclusion qui est fascinante pour toute personne qui a un peu de recul sur la société, c'est qu'on a fait passer le fait de poser des bonnes questions, d'avoir des doutes légitimes et de vouloir un débat ouvert comme étant quelque chose de critiquable, voire de répréhensible. Et là, il y a 2 phénomènes qui se télescopent. Le premier, c'est que toute société en état de grande tension anxieuse, vous avez lu comme moi Le Temps des peurs de Michel Maffezoli, a tendance à basculer dans des formes d'agressivité extrême et de ne pas supporter la différence parce que elle s'imagine en danger et du coup les voix discordantes sont associées au danger. C'est comme si nous étions des alliés, des complices du terrible virus qui allait tuer tout le monde, sauf qu'en dessous de 70 ans, vous risquez rien de différent d'à l'habitude. Et puis l'autre élément, c'est qu'il y a eu des campagnes parfaitement délibérées de destruction de réputation et de manipulation psychologique, et qui, elles encore, sont très choquantes d'un point de vue de santé publique, parce qu'on a un ensemble de directives éthiques sur la manière de gérer les messages de santé publique, et les principaux, c'est ne surtout pas faire paniquer la population, prendre les gens pour des adultes et leur expliquer la réalité plutôt que de leur imposer des contraintes, et puis compter le plus possible sur la collaboration. Je rappelle, c'est anecdotique, mais c'est tellement éclairant que la mesure de contrainte la plus dure prévue dans les plans américains du CDC, en cas d'épidémie, c'était de demander aux gens de rester volontairement chez eux s'ils étaient malades.
C'était le degré de contrainte, c'était le plan le plus dur qui était prévu. Et donc, il y a eu vraiment des campagnes avec, vous le savez, des officines qui ont été mises sur le coup, des médias qui ont été instrumentalisés, sans aucun doute, en tout cas des rédactions par les oligarques et les financements massifs de l'État pour ne servir que la doxa. Et donc, il y a eu vraiment des procédés très repérables de destruction de réputation et donc de conditionnement. Alors vous avez reçu récemment Douglas Kennedy, ça avait été un moment assez paradigmatique de ça, c'est-à-dire que dès que vous évoquez des hypothèses qui n'ont pas été reconnues par la doxa, vous êtes d'extrême droite. Et c'est terrible. Extrême droite, complotiste, lecteur de Fox News, etc. Enfin, oui, tout à fait. Et donc, vous voyez, c'est pour moi, les médias et les politiques ont fait un cordon sanitaire autour de la population en rendant inacceptable, mais un peu comme les journalistes de gauche l'avaient fait dans les années 80 par rapport au Front National, vous voyez. Vous n'avez pas le droit... Oui. Mais Jean-Dominique Michel, vous savez que c'est très vieux, ça comme le monde, c'est pour ça que ça me fait toujours sourire, surtout quand on me connaît, mais vous aussi. Rappelez-vous que quand Arthur Kessler a écrit Le Zéro et l'Infini, pour oser dire qu'il y avait des camps de travail en Union soviétique, il a été mis à la droite d'Adolf Hitler. C'était un hitléro-trotskiste, hein. Et ça date d'il y a 70 ans, 60 ans, comme quoi ça se renouvelle, hein. Et effectivement, je pense que c'est aussi fascinant pour vous de voir la manière dont la presse n'a pas tenu ses principes déontologiques et juste une position qui est naturelle chez elle, qui est d'arbitrer entre ce que disent des gens qui ont des opinions opposées, mais de prendre parti et d'exclure une voix. Donc vous savez qu'on a eu plusieurs votations en Suisse référendaires sur les lois Covid, la dernière pas plus tard qu'il y a 10 jours. Et effectivement, les médias d'État et privés n'ont absolument pas donné la parole aux camps référendaires, qui représentent 40% de la population. Et ils ne les ont même pas écoutés. C'est-à-dire que le seul propos, c'était « Nous n'allons pas vous exposer aux idées toxiques de ces gens qui osent contester la protection que nous auront accordée les autorités dans leur grande sagesse, et maintenant passons la parole au ministre. » Je veux dire, non mais je caricature à peine. Donc effectivement, c'est quelque chose qui rejoint aussi un peu le théâtre de l'absurde ou des bouffées délirantes. Et oui, et effectivement, ça a été quand même extrêmement... Ce narratif a été vraiment très exemplaire, c'est d'où ma question initiale. Et au fond, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, par rapport à... Est-ce que l'observateur que vous êtes, l'anthropologue que vous êtes, pense qu'aujourd'hui, avec l'extraordinaire généralisation des réseaux, etc., mais ou de la presse, enfin, ou des médias, ou de la mondialisation, je veux dire, au sens, attention, capillaire et viral du terme, je ne parle pas du reste, est-ce qu'aujourd'hui, parce que cette crédulité, cette peur, cette grande peur, les historiens parlent de la grande peur de l'an 1000, est-ce que ça a changé, je dirais, de qualitativement? Est-ce que c'est une autre peur que toutes les grandes peurs que nos ancêtres ont vécues depuis des millénaires, voire des siècles? Ah ben c'est une magnifique question, merci. Je crois vraiment qu'au niveau de son cœur, elle est effectivement archaïque. La peur est au cœur de la condition humaine, rappelait Michel Maffezoli, et après elle se réveille à intervalles réguliers. Ce qui est différent cette fois, c'est l'ensemble des moyens qui ont été utilisés, incluant le nudge. Donc vous savez, des stratégies extrêmement fines et invisibles pour entretenir... Rappelez ce que le nudge, pardon, Jean-Dominique Michel. Le nudge, c'est un ensemble de prescriptions de conformisme social qui ne sont pas perçues comme des tentatives de manipulation. Il y a un exemple très couramment cité, c'est dans les urinoirs masculins. Si vous mettez une mouche, vous savez, collée, dessinée sur la porcelaine de l'urinoir, eh bien les gens sont plus concentrés dans leur manière de se soulager. Donc ce sont toutes sortes de manières d'influence, si vous voulez, un peu subliminales, mais qui aujourd'hui sont vraiment utilisées à haute dose et avec beaucoup de talent et par des acteurs qu'on sait tout à fait identifier. Vous savez qu'au début, beaucoup de gens nous objectaient, mais si ce que vous dites est vrai, pourquoi tous les gouvernements feraient-ils en Occident la même chose ?
Ouais, bien sûr. S'ils font tous la même chose, c'est que c'est vrai. Eh ben non, s'ils font tous la même chose, c'est que McKinsey était à l'œuvre dans tous les différents pays et que c'est les champions du monde de ce genre d'opération. Rappelons qu'aux États-Unis, ils ont quand même participé au fait que 500 000 personnes soient tuées dans le scandale des opioïdes en conseillant une société pharmaceutique. Et comme ils font aujourd'hui, ils soldent ça en acceptant de payer 500 millions de dollars dans le cadre d'un arrangement. Donc 500 000 morts, 500 millions de dollars, ça fait 1000 dollars par personne. Oui, c'est intéressant. Et ils s'en sortent et ils ne sont jamais inquiétés. Et le pire, et on sait combien de milliards de dollars avant le Covid a payé une société comme Pfizer. Des dizaines de milliards de dollars d'amende pour un certain nombre d'actes, disons. On va recevoir Jean-Dominique Michel parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent et qui veulent justement vous interroger, vous parler. Exactement, André. Morgane. Vos réactions en direct sur Sud Radio, c'est dès maintenant au 0826 300 300. Et André, on accueille tout de suite Valérie qui nous appelle de Savigny-sur-Orge. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à votre invité, merci d'être là. Ma question est simple, puisque les grands de ce monde savaient qu'il ne s'agissait pas d'une pandémie, mais qu'ils ont pris ce prétexte pour passer des réformes injustes telles que les différents passes. Comment pouvons-nous faire pour aujourd'hui avoir que justice soit rendue en fait? Parce que moi j'ai un profond sentiment de colère et d'injustice. Je veux dire, je travaille depuis l'âge de 19 ans, j'ai toujours payé des impôts et j'en étais ravie jusque-là, pensant que ça faisait partie que ça participait à une société qui fonctionnait bien. J'ai vu à quel point j'ai été mise au banc de la société, tandis que j'étais absolument pas anti-vax, puisque je me faisais vacciner contre tout ce qu'il fallait vacciner avant. Sauf que ce vaccin, je n'avais absolument pas confiance parce que j'avais eu un cancer et une maladie auto-immune et que mon médecin ne pouvait pas m'assurer que ce vaccin n'allait pas relancer tout ça. Donc je me suis pas fait vacciner, je me suis retrouvée mise au banc de la société. Cette société pour laquelle j'œuvrais avant dans des tas d'associations militantes. Et aujourd'hui, je ressens un profond sentiment d'injustice et je ne sais pas quoi faire pour obtenir réparation de tout ça, pour que tous ceux qui ne se sont pas fait vacciner pour X raisons, qui n'ont pas voulu rentrer dans ce système, obtiennent réparation aujourd'hui. Alors, Jean-Dominique Michel, voilà une interpellation. Vrai. Alors qui évidemment nous conduit très loin. Alors j'ai la chance d'être anthropologue, donc ça veut dire que je peux élargir mon regard au-delà des questions de santé, mais au fond, pour moi, le fond de la question posée par madame, que je rejoins totalement dans son expression, c'est que les peuples ne sont plus maîtres de leur destin. C'est ça la réalité à laquelle on est confronté aujourd'hui. On le sait en France, en tout cas depuis 2005, étant donné que le vote souverain du peuple français contre le traité européen a été complètement court-circuité, et avec des responsables politiques qui n'arrêtent pas de nous dire « il est impossible d'éviter le gouvernement mondial, nous imposerons notre agenda de toute manière ». Donc on voit qu'on est captif de personnes qui se sont appropriées le pouvoir et qu'il est absolument impossible d'arrêter en l'état, avec de surcroît, et ça c'est fascinant en termes de décadence civilisationnelle, l'effondrement de tous les pouvoirs et contre-pouvoirs. C'est que les parlementaires auraient le moyen de s'opposer, mais ils ne le font pas. La justice aurait le moyen de s'opposer, mais elle ne le fait pas. La presse aurait les moyens de s'opposer, mais elle ne le fait pas. Donc pour l'instant, nous sommes un peu dans un train fou qui va à toute vapeur vers l'abîme. Et effectivement, alors, cela dit, les grands connaisseurs de ce genre de dérives collectives qui ont une dimension psychopathologique, c'est des formes de folie collective, dont Mathias Desmet à l'université de Gand nous disent il faut rester intraitable dans le fond et le juste, c'est-à-dire réaffirmer en permanence. La contrainte pour se faire injecter avec le vaccin, elle est illégale. Elle contrevient à toutes les conventions d'Helsinki, au code de Nuremberg et aux conventions internationales. Alors aujourd'hui, nos autorités ne se soucient plus de la loi. Mais nous devons répéter inlassablement le vrai et le juste, parce que tôt ou tard, il va y avoir un mouvement de bascule. Les délires ne sont pas éternels, mais pour l'instant, c'est assez inquiétant. Oui, c'est vrai. Alors, je crois que nous avons... Merci Valérie. Nous avons... Merci à vous. Oui. Nous avons en Morgane. ligne Emmanuel de Pessac qui nous a appelé au 0826 300 300. Bonjour Emmanuel. André. Bonjour. Bonjour Monsieur Michel, merci pour vos vidéos quotidiennes. C'est une bouffée d'oxygène dans tout ce cirque, on va dire. Pour moi, si vous voulez, il n'y a pas du tout de complot. Si on prend l'Event 201 qui a eu lieu en septembre 2019, il y avait Bill Gates, il y avait les CIA, il y avait les médias et il parlait déjà d'un coronavirus. On parle de septembre 2019.
Donc tout ça a été planifié, les brevets sont bien antérieurs, les brevets des vaccins sont même antérieurs à la déclaration de la pandémie. Regardez, on parle d'argent. Alors l'argent c'est la corruption, mais les gens qui sont à la tête de ça, ils n'ont plus besoin d'argent. Est-ce que vous croyez qu'un type comme Bill Gates pourrait sincèrement dépenser son argent dans le reste qui lui reste à vivre, même s'il en avait 10, il y a ses enfants et ses petits-enfants. Oui, je suis d'accord, mais même là, avec toute la famille, même élargie, je pense qu'ils n'en auraient pas assez de temps pour la dépenser. Donc en fait, on est dans un plan eschatologique quelque part, un plan de domination mondiale, c'est comme ça que je le vois, parce que tout est imbriqué, en tout cas au niveau occidental, parce que ça refuse de l'autre côté. Mais le plan, il est clair, il n'est pas du tout complotiste, il est affiché. Klaus Schwab l'a dit, Jacques Attali l'a dit, en disant une bonne pandémie, ça pourrait peut-être mettre en place un gouvernement mondial. Il a même dit d'ailleurs que les imbéciles iraient d'eux-mêmes à l'abattoir. Alors c'est pas des imbéciles, c'est des gens qu'on a matraqués d'informations fausses, parce que maintenant aujourd'hui on le sait, qui effectivement par peur ou pour X raisons ont été jusqu'à se faire injecter à tort. Il y en a qui ont pleuré au moment de l'injection parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc moi je voudrais, et je remercie Monsieur Michel et vous Monsieur Berkoff de justement prendre de la hauteur et de dire non, c'est un plan, Schwab le répète, tout le monde le répète, le transhumanisme est avec. Et alors je finirai sur une citation parce que j'ai plus envie de vous écouter que moi, mais c'était Monterland qui disait, alors il parlait du fascisme, mais bon, ça peut s'étendre à d'autres termes. Le fascisme, ça s'installe, c'est pensé par des fous, ça s'installe à cause des salauds et ça continue à cause des cons. C'est une bonne litote, ça. Je vous remercie pour m'avoir accueilli et merci encore à vous tous et merci Monsieur Michel. À bientôt sur YouTube. Alors Emmanuel, oui, je ne sais pas si j'irai aussi loin que lui sur le côté, effectivement, voilà, tout est, il dit c'était pas un complot, certes, mais est-ce que c'est, voilà, une volonté mondiale? Vous en pensez quoi, Jean-Dominique Michel? Alors, moi j'essaie d'être aussi précis que possible dans les termes, mais ce qui me vaut pas mal d'ennuis. Mais c'est important d'être précis, vous avez raison, très précis. Et il faut comprendre que nous sommes face à un nouveau fascisme. Et c'est littéral. C'est quoi le fascisme? C'est la fusion des grandes entreprises et de l'État. Ramené à sa plus simple expression, c'est ça. Et actuellement, nous sommes dans une dérive fasciste, c'est-à-dire que les grandes entreprises et les grandes transnationales ont colonisé les États qui n'ont plus le moyen de prendre leurs décisions par eux-mêmes. Et donc, c'est littéralement face à ce à quoi nous sommes. Mais c'est tout de suite compliqué, parce que quand vous essayez d'expliquer aux gens, nous sommes face à du fascisme, ils rigolent en disant, mais attendez, va en Corée du Nord, ou l'Allemagne, c'était pas comme ça. Et je suis toujours assez touché d'entendre votre générique, André Berkoff, parce que j'ai de la résistance du côté de ma mère, qui ont caché les Juifs pendant la guerre, qui ont pris des risques absolument incroyables. Et je me souviens que ma grand-mère, j'ai pas connu mon grand-père, mais ma grand-mère, combien de fois m'a-t-elle répété, tout était dans Mein Kampf. On savait ce qui allait se passer, mais la plupart des gens n'ont pas voulu le voir en disant mais non, on sait jamais, peut-être qu'il n'est pas si méchant que ça, puis il remet de l'ordre en Allemagne. Mein Kampf, au fond, on avait 10 ans avant la prise du pouvoir par les nazis, il faut se rappeler. C'est ça. 10 ans avant. Et pour moi, quand on voit l'agenda de Bill Gates, qui effectivement veut transformer complètement l'agriculture, changer génétiquement l'être humain, prendre le pouvoir sur le climat, quand on voit, qu'on lit le Great Reset, moi ça m'inquiète énormément, mais avec ce subterfuge royal qui est que ça n'est pas un complot, parce que tout est dit ouvertement. Bien sûr. Mais si nous répétons ce qu'ils disent, on se fait traiter de complotistes. C'est quand même assez malin sur le plan de la manipulation. Mais attendez, Klaus Schwab a dit vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Ah oui, toi t'es complotiste. Ouais. Et c'est là où c'est compliqué. Et la terre sur laquelle est votre appartement et votre maison ne sera plus à vous. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et vous êtes nombreux à nous appeler au 0826 300 300, le standard de Sud Radio, pour échanger avec Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé. André Berkoff, on accueille tout de suite Marianne qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Marianne. Oui, bonjour Monsieur Berkoff et bonjour Monsieur Michel. Donc j'avais une question là par rapport aux dommages collatéraux et vitaux que certains de ceux qui se sont fait vacciner ont subi. Comment peut-on qu'est-ce qu'on peut faire contre ceux qui les ont
qui ont forcé la majorité des Français. Moi, je ne suis pas vaccinée parce que j'étais dans le médical et je n'avais pas du tout confiance dans ce vaccin. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre le gouvernement qui a forcé les Français par toutes sortes de mesures restrictives pour les poursuivre et obtenir gain de cause, c'est-à-dire des dommages d'intérêt pour les effets secondaires, voire les décès. Voilà, parce que en levant peut-être l'immunité, parce que là ils sont couverts par l'immunité, ils s'en lavent les mains, comme dans l'affaire du Mediator, là attaqué Pfizer, mais ceux qui se sont laissés corrompre aussi, parce que quelqu'un d'intelligent ne veut pas se laisser corrompre. L'intelligence et la corruption, malheureusement, peuvent faire bon ménage, chère Marianne. Mais je vais donner la parole à Jean-Dominique Michel, bien sûr. Je crois malheureusement qu'on est dans un cas de figure assez classique en termes de droit de la santé. Quels sont les problèmes, au fond, avec l'injection génique présentée comme un vaccin? D'abord, c'est que vous avez reçu Christine Coton, André Berkoff. Les études sur lesquelles se sont basées Pfizer sont frauduleuses de multiples manières, donc elles ne sont pas loyales et honnêtes. Elles prétendent des choses qui ne sont pas vraies. Ensuite, que l'État a forcé par toutes sortes de ressorts de contraintes, alors il n'y a pas eu d'obligation au sens strict, mais exercer de la contrainte pour pousser quelqu'un à faire quelque chose, on reste dans la catégorie juridique de la contrainte, ce qui est totalement contraire à tout le droit de la santé. On n'a pas le droit de contraindre qui que ce soit à subir une expérimentation médicale. Oui, mais ils vous diront qu'il n'y a pas eu d'obligation, c'est là-dessus, Jean-Dominique. Oui, mais il y a eu de la contrainte. De nouveau, de la contrainte pour une expérimentation, ça viole la déclaration d'Helsinki et le code d'Oviedo, qui sont les deux conventions internationales qui règlent ce genre de questions. Et puis le troisième élément, c'est effectivement qu'il n'y a pas eu d'honnêteté non plus dans l'évaluation des effets indésirables et dans tout le système de pharmacovigilance pour un ensemble de raisons et de multiples manières. Mais donc on n'a pas informé la population du risque qu'elle prenait en se soumettant à cette expérimentation et on ne tient pas compte de la réalité des dégâts. De manière d'ailleurs à géométrie variable. En Suisse et en France, on nie totalement la réalité, sauf exceptionnellement dans un cas sur 10 millions. Mais en Allemagne, il y a déjà un certain nombre de poursuites en justice qui sont faites par des victimes et le ministre de la Santé a reconnu que le taux d'effets indésirables graves était beaucoup plus élevé que ce qu'on avait cru. Donc vous voyez, je pense que de toute manière, à terme, justice sera faite parce que c'est une telle violation de tout que sauf si un système dictatorial mondial s'impose pour 2 millénaires, il y aura forcément un moment où le bon sens reviendra et où notamment les clauses d'impunité accordées aux pharma qui sont extrêmement douteuses sur le plan du droit seront questionnées. Mais après, ça prendra 10 ou 15 ans et le risque, c'est que les responsables, comme ça avait été le cas pour le sang contaminé, soient finalement tenus. Mais Jean-Dominique Michel, également aux États-Unis, ça bouge aussi beaucoup. Vous avez parlé de l'Allemagne, mais les États-Unis bougent beaucoup du point de vue des commissions d'enquête. Vous avez vu même que en Italie, Giorgia Meloni a demandé au laboratoire des indemnités. Ça y est, l'Italie s'y est mise là. Oui. Et ça va être un système de domino, donc ça sera de nouveau les premières cours qui oseront prendre des décisions. Puis aux États-Unis, vous savez aussi que ça va très loin, puisqu'il y a cette plainte contre l'État fédéral pour collusion avec les réseaux sociaux pour censurer la vraie science. Robert Kennedy Jr. a porté plainte contre un conglomérat de médias pour la même raison. Donc vraiment, on sent qu'il y a une prise en otage de la démocratie par des intérêts privés et l'État profond, qui est malgré tout l'expression qui convient, et donc que ça prend en otage la démocratie. Il n'y a pas d'autre terme. Donc c'est ce contre quoi nous luttons, et évidemment que c'est difficile, parce que pour l'instant, on ne lutte pas à forces égales. Oui, c'est clair. Je ne sais pas si on a le temps de prendre Céline. On va prendre peut-être Céline, Morgane. Oui, Céline qui est en ligne avec nous et qui nous appelle du Var. Bonjour Céline. Céline, bonjour. Soyez brève. Bonjour à vous Céline. Posez votre question, merci. Alors, je voulais pas poser de questions, je voulais surtout témoigner en tant que soignante et couple soignant. Oui. Effectivement, nous, on nous a pas demandé du tout notre avis. On a été plus qu'obligés, étant donné qu'on était en couple et qu'on pouvait pas se retrouver sans salaire. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est complètement tabou de parler du vaccin et de tout ce qui s'est passé pendant la campagne de vaccination à l'hôpital. On n'en parle plus du tout et en fait, c'est même malsain d'en parler. Voilà. En tout cas, nous, on n'a vraiment pas eu le choix et on a été obligés. Et aujourd'hui, quel recours nous avons? Parce que nous avons subi tout cela et... Vous vous êtes fait vacciner parce que sinon vous perdiez votre travail, on sait, pour tous les derniers nos salaires.
Eh oui. Le coût plancher. Et le salaire, ben oui, bien sûr. Et bien sûr. malheureusement, aujourd'hui, on se retourne contre qui, quoi. Ça rejoint énormément ce qu'a dit la précédente auditrice. Je suis désolée d'arriver derrière. Mais c'est vrai qu'on se retrouve avec la peur de l'avenir et on se dit, nous, on n'est pas dans l'armée. On n'a pas d'obligation quand on signe en tant qu'agent hospitalier. Parce que mon mari est simple agent hospitalier, il n'est même pas médical. Et malheureusement, la prochaine, ça va être quoi avec ce qui se prépare, le dernier vote, le dernier forum qu'il y a eu sur les 190 pays. Donc qu'est-ce que ça va être? Il faut qu'on se reconvertisse aujourd'hui. Mais écoutez, en tout cas, il faut résister. Jean-Dominique Michel, juste un mot. Résister, c'est quoi? Merci André Berkoff, mais je crois effectivement que face à un témoignage comme celui de madame, il faut nous taire, il faut juste donner la place à ce témoignage dans toute sa gravité, et puis résister, c'est dire inlassablement le vrai et le juste, c'est répéter inlassablement le vrai et le juste, et ce qu'on voit grâce à une action comme la vôtre et celle d'autres personnes, et peut-être un peu comme la mienne, c'est que les gens qui ont compris que ce qui nous était dit ne jouait pas, sommes devenus extraordinairement cultivés, et savant d'un ensemble de réalités, parce qu'on n'a pas arrêté de se questionner, et c'est pour ça aussi que le camp d'en face ne nous invite jamais à débattre. Et en tout cas, je le vois avec les auditeurs de Sud Radio, les auditeurs de l'émission, c'est assez formidable ce qu'on a. Merci Jean-Dominique Michel. Et merci à tous de nous avoir suivis. Berkoff dans tous ses états revient demain à 12h30 évidemment.